Allez, nous allons maintenant regarder vers le futur. Alors, par rapport au programme initialement prévu, nous clôturerons la journée avec Nicolas Philibert qui est en route. Et donc, nous allons maintenant regarder vers le futur pour tracer les grandes lignes de son action dans les 5 prochaines années. L'association a travaillé cette année à l'élaboration d'un plan stratégique pour 2023-2028. Un travail collectif qui a mobilisé bénévoles et professionnels de l'association. Nous vous proposons de voir un résumé de ces travaux en images avant d'en discuter avec les parties prenantes. Et je vous demande d'accueillir pour évoquer ce plan stratégique la présidente Marie-Jeanne Richard, Emmanuel Gürtner, délégué départemental de Meurthe-et-Moselle, Jean-Marie Aurouz, délégué régional du Centre Val-de-Loire, et Sophie Dagbert, directrice de formation. Vous pouvez me rejoindre sous vos applaudissements. Merci. Je vous en prie, installez-vous.
Ah, il y a un petit cadeau de la part des Bataclowns. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, je vais m'asseoir là. On peut faire un jeu, on enlève un fauteuil, puis on voit qui trouve une place pour s'asseoir. Alors Sophie, mettez-vous là. Non, je plaisante. Là, on est bien installé. Très bien. On va commencer avec vous, Emmanuel Gürtner, suite à ces informations qu'on vient de voir sur ce plan stratégique. Le soutien aux familles, c'est le cœur de mission de l'UNAFAM. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour renforcer ce soutien dans les années à venir ? Alors, ce qu'on observe, ça résonne assez avec ce qui a été dit tout l'après-midi, c'est aussi la complexification finalement des parcours pour les personnes concernées et pour les familles. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue des aidants, on a les jeunes aidants, on a des aidants vieillissants, on a des aidants qui travaillent et le monde du travail s'est fortement transformé ces dernières années, ce qui complexifie en fait la problématique des aidants lorsqu'ils sont en situation d'activité professionnelle. Il y a aussi, du point de vue ça a été mentionné tout à l'heure, des inégalités territoriales d'accès aux soins. Ce qui pose problème d'ailleurs aux bénévoles de l'UNAFAM pour accompagner les familles dans le quoi faire. Et puis du point de vue des personnes concernées, là aussi on voit, et c'est heureux quelque part, on va dire une diversification plus grande des situations qu'on rencontre, que ce soit des personnes concernées vieillissantes, des enfants et des adolescents dont les parents n'ont pas forcément envie d'entendre qu'il y a un trouble psychique, mais néanmoins sentent bien qu'il y a quelque chose. Il y a les personnes concernées qui, avec leurs problématiques d'accès aux droits, logement, travail, discrimination au travail, etc. Enfin bref, il y a vraiment une diversification des situations, tant du point de vue des aidants que du point de vue des ressources territoriales accessibles aux personnes concernées, aux aidants, et puis une diversification aussi des situations qu'on observe des personnes concernées. Donc le rôle de l'UNAFAM, il a été dit dans la jolie vidéo qu'on vient d'avoir, mais aussi signalée dans l'exposé préalable sur l'historique de l'UNAFAM. Quelque part, il y a une permanence. C'est celle de créer les conditions à l'UNAFAM d'accueillir d'abord les familles, ce qui suppose d'aller vers elles quand elles sont éloignées, etc. Mais aussi, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, l'inégalité, l'éloignement, etc. Mais aussi, finalement, de trouver des éléments de personnalisation des parcours parce que les situations sont différentes, et en même temps il me semble, ça m'est un peu apparu au fil de la journée, que notre rôle c'est aussi de les accompagner finalement dans le chemin du rétablissement eux-mêmes, puisque si on rentre dans des démarches de rétablissement, finalement la place de la famille elle devient différente, et la famille doit devenir, l'entourage doit devenir quelque part capacitant pour l'individu, pour reprendre on va dire les termes du vocabulaire que pointent nos clowns, mais finalement l'entourage doit finalement être lui-même capable d'être en mouvement pour accompagner le mouvement des personnes concernées. Voilà, me semble-t-il, le défi qu'on a à relever. Et c'est ce qu'on a entendu pendant ces 2 jours, c'est ce qu'appellent les proches, les familles, mais également la plupart des spécialistes qui sont venus se succéder sur cette scène. Sophie, vous voulez compléter cette réponse? Peut-être vous êtes directrice de la formation. Moi, j'ai envie d'ajouter que les formations que nous proposons, elles contribuent au soutien des aidants, des familles. Elles sont aussi un moyen formidable de faire connaître l'UNAFAM aux gens qui en ont besoin. C'est un moyen de communication qu'il faut utiliser. Que notre offre, elle s'est étoffée ces dernières années, tant dans les thématiques proposées que dans les modalités, c'est-à-dire avec le e-learning, je pense à ça notamment. Qu'il nous faut aujourd'hui et demain déployer cette offre le plus homogène possible sur l'ensemble du territoire, et qu'il nous faut la promouvoir et en faire valoir la solidité.
J'entends par là que, du coup, ça passe par encore plus d'interdépartementalité. Ça, c'est un mot compliqué, hein. L'interdépartementalité, ça vous connaissez dans les délégations, mais on va essayer d'intensifier tout ça. Des actions ciblées et nouvelles aussi sur les réseaux sociaux, qui sont des moyens de communication assez formidables, puisqu'ils permettent de toucher beaucoup de monde, ça vous le savez. Comme par exemple le live Instagram qu'on va proposer avec François Pilet dans quelques jours sur l'anxiété à l'école. Ça passe aussi par des études scientifiques d'impact de nos actions, car si la place que nous occupons dans le champ de l'aide aux aidants, elle nous est reconnue, elle est aussi fragile. Et également, évidemment, ça passe par un renforcement du faire ensemble bénévoles salariés pour que nous soyons plus forts tous ensemble. Voilà. En effet, les études d'impact sont quand même fondamentales pour réussir à progresser et les retours de terrain sont évidemment les plus importants pour réussir à avancer. Vous avez parlé de faire ensemble. Jean-Marie Aurouz, vous êtes délégué régional du Centre Val-de-Loire. Le faire ensemble, c'est vraiment ce qui traverse avec les personnes concernées, c'est ce qui traverse vraiment l'histoire de l'UNAFAM, en particulier depuis ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous faites dans votre région sur ce sujet ? Est-ce qu'il est allumé ? Pardon. Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment. Alors, je vais vous emmener dans le Berry, dans le Cher, à l'occasion de la création du projet territorial de santé mentale. Les bénévoles UNAFAM du Cher ont constaté un manque d'implication justement des usagers. Et donc, ils ont proposé avec une autre association, le GEDIF, qui s'occupe de personnes en déficience intellectuelle, la création d'une commission des personnes concernées. Et donc, ils ont décidé de créer cette commission et de la piloter. Et cette commission a fait l'objet d'une fiche action intégrée au projet territorial de santé mentale. Voilà. Alors, cette commission comprend majoritairement des usagers. Et ils sont en moyenne une dizaine à siéger dans cette commission, mais elle est ouverte à tous les usagers. Et 3 des usagers ont été désignés pour être au bureau de la CPT, c'est-à-dire de la communauté psychiatrique de territoire du Cher, qui a été créée plutôt, pour suivre ce projet territorial de santé mentale qui est devenu, bien évidemment, comme partout, un contrat territorial de santé mentale. Alors, leur objectif, c'est d'examiner chaque projet de ce contrat territorial de santé mentale au regard des usagers et de faire remonter leurs besoins. Et ils sont très attentifs à cela, et ils sont très participants aussi bien dans cette commission qu'au bureau de la CPT. Ils peuvent aussi faire des propositions plus générales et proposer de nouveaux projets. Ils ont actuellement commencé à mettre en chantier un projet sur le monde du travail. Sur le thème du travail, voilà. Alors, bien entendu, l'Agence régionale de santé suit cela avec attention et les rapports de toutes ces commissions leur sont adressés. Hein, voilà. Et ils prévoient, bien entendu, un rapport annuel pour bien suivre leur action. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce que vous trouveriez important à développer pour l'UNAFAM demain ? Alors, le sujet est vaste, hein, mais vous avez certainement des idées. Oui, alors justement, c'est un des objectifs que nous sommes fixés en région avec l'ensemble des délégations départementales, c'est d'impliquer davantage les usagers. Et nous allons travailler avec les associations d'usagers pour que lors des prochaines mandatures des CDU, c'est-à-dire des commissions des usagers au sein des établissements de soins, eh bien, il y ait au moins un usager dans chaque CDU. Voilà. On a beaucoup parlé pendant ce week-end, pendant ces 2 jours des bénévoles. Il y en a 1800 à l'UNAFAM. J'ai cru comprendre qu'ils s'engagent généralement pour plusieurs années, pour plusieurs missions. Et on observe quand même que le bénévolat évolue. Ça n'est pas qu'à l'UNAFAM, hein, c'est normal. La société change et les aspirations, même s'il y a toujours une quête de sens, les aspirations des citoyens évoluent également. On a l'impression qu'on a un désir dans la société d'engagement peut-être un peu plus mesuré. Quels sont les enjeux pour l'UNAFAM
l'UNAFAM pour développer ces forces vives, justement les bénévoles dans les années à venir, parce qu'elles sont fondamentales, ces forces et ces ressources pour l'association. Alors, c'est sûr, on entend parler un peu partout dans toutes les associations de crise du bénévolat. Pour autant, les générations jeunes, et en particulier les très jeunes, ont plus que jamais envie de s'engager. Il y a sans doute des défis qui sont aussi des défis technologiques, avec les réseaux sociaux et d'autres moyens de se coordonner, de se parler, etc. Il y a effectivement certainement à réimaginer les modes d'action collective. Et enfin, ils sont en train de se reconstruire par ailleurs parmi les jeunes générations et effectivement des associations comme la nôtre qui se veulent aussi transgénérationnelles. Il y a peut-être ce défi effectivement à affronter aujourd'hui. Alors sur le bénévolat, il y a d'autres tendances sociétales aussi. Il vous a pas échappé que avant même la réforme des retraites, l'âge moyen de départ en retraite était passé à 63 ans. Moi, mes parents sont partis en retraite à 54 ans, à 58 ans, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, l'âge de départ en retraite est reculé et de toute façon avec les durées de cotisation, voilà. Et la question se pose finalement mais c'est marrant parce que j'ai entendu ça jeudi dernier à un colloque organisé par mon CHU sur la question de la représentation des usagers. La question, c'est comment on s'organise pour ne pas avoir que des représentations d'usagers qui soient retraités. Voilà. Donc effectivement, on a un vrai défi sur le bénévolat, notamment pour les gens qui travaillent. J'en fais partie. Il y a des choses qui relèvent effectivement de ce qui nous échappe. Donc effectivement, quand je vais en CDSP, il faut poser un jour de congé, etc. C'est pas toujours facile. Donc je prends en gros sur mon temps libre, donc voilà, sachant que les exigences professionnelles ne se font que se renforcer avec les nouveaux outils d'année en année. Donc il y a des choses qui nous échappent, mais il y a aussi des choses qui sont de notre ressort au sein des délégations. Et ce qui est au niveau ce qui est de notre ressort, c'est notamment la façon dont on choisit de s'organiser. Est-il normal d'avoir que des réunions à 15h ou à 10h? Donc vous êtes à peu près sûr d'exclure tout bénévole ou potentiel bénévole, aspirant bénévole, de nos activités, y compris les activités qu'on propose d'ailleurs aux adhérents ou au public. Faut-il mettre ça en pleine semaine à des horaires de travail? Faut-il essayer d'adapter en mettant des choses en fin d'après-midi, le samedi, voire en soirée, etc. Donc il y a un enjeu d'organisation parce que vous comprenez, quand on place des réunions en pleine après-midi, les bénévoles salariés sont obligés de se rendre disponibles, mais parfois ils ne le peuvent pas, et ils peuvent se sentir par ailleurs un peu exclus de ce qui se passe dans la délégation. Donc c'est un enjeu. Et puis par ailleurs, mais ça a déjà commencé depuis longtemps dans les délégations, il faut accepter que l'engagement des bénévoles soit variable. Peut-être que des gens vont pouvoir donner que 2 heures par mois ou par semaine pendant un temps, ou 2 heures par mois parce qu'ils font juste une permanence par mois d'accueil, etc. Mais il y a aussi des cycles dans la vie où il y a des moments où on va être plus disponible, où on est à d'autres moments moins disponible. Donc il y a sans doute un espèce de carrière du bénévole à organiser à tiroir en fonction des aspirations et des possibilités du moment. Et puis dans ce que vous dites, il y a cette idée qu'il faut aussi laisser la place aux autres pour venir, parce que c'est vrai, quand on s'investit dans une association et qu'on y met son temps, son cœur, sa vie, son âme, selon le degré d'implication qu'on peut avoir, on a parfois l'impression que ceux qui arrivent ne savent pas aussi bien que nous. Or, il faut les laisser rentrer. C'est la discussion que j'avais avec Serge Trac, je ne sais pas s'il est toujours là, qui est de Rambouillet, je crois, il s'occupe de l'association, du groupe Grands-Parents, et il disait ça, il faut aussi faire la place, voilà, et c'est important. Je voulais parler aussi de l'impact sur les décisions territoriales de l'UNAFAM, et je pense que tous les deux d'ailleurs, Jean-Marie et Emmanuel, en tant que délégués, vous organisez des collaborations sur le terrain et dans les territoires pour justement avoir peut-être un peu plus d'impact. Comment est-ce que vous faites ?
Oui, alors bon, on n'est pas des spécialistes du lobbying, hein, mais on est quand même amené en tant que bénévole à porter des messages et les plaidoyers de l'UNAFAM, bien sûr. Alors moi, je pense, et c'est ce que nous faisons, nous essayons d'intervenir à tous les niveaux des organes de démocratie. Hein. Alors moi, je crois beaucoup à la présence dans les CCAS, hein, c'est des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, parce que on est là, proche des équipes qui accueillent les plus faibles de nos territoires, notamment dans les territoires ruraux. Hein. Et à travers ce CCAS, on a accès au maire, parce que généralement, le maire est président du CCAS, et même s'il assiste pas à toutes ces commissions, à toutes les séances, eh bien, on peut lui faire passer des messages. Et il faut comprendre aussi que les maires dans nos territoires aussi ruraux sont souvent conseillers départementaux. Qui dit conseiller départemental dit avoir accès donc au département et à la politique sociale du département. Donc voilà des bons moyens de faire passer nos messages. Ensuite, pour créer un CLSM, vous le savez tous, il faut l'implication d'un maire avec un établissement psychiatrique, bien sûr. Alors, autre niveau, bien entendu, où il faut agir, c'est au niveau départemental, et nous avons 2 endroits où nous agissons au niveau départemental, ou même 3. Je pense à la commission exécutive de la MDPH et au CDCA, au centre départemental citoyenneté autonomie. Voilà. Vous êtes très fort en acronyme quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais comme si je savais, mais... Donc, et là, donc... Effectivement, on est au fait de toute la politique sociale et médico-sociale du département et on peut, bien entendu, là aussi porter nos plaidoyers. Enfin, bien entendu, il y a l'échelon régional. Alors, l'échelon régional, nous sommes présents, je pense, dans toutes les régions à la CRSA. Et là, c'est l'organe de démocratie médicale. Et notamment aussi à la commission régionale santé mentale. Et là, dans cette commission régionale santé mentale, on peut faire un travail très utile, puisque je vois chez nous, c'est là où nous avons co-construit le volet santé mentale du nouveau projet régional de santé. Enfin, nous sommes maintenant associés aussi à un organe qui travaille sur la répartition des financements au niveau régional avec les directeurs d'hôpitaux. Et nous, modestement, représentants des usagers, nous faisons aussi notre action de lobbying. Voilà ce que je voulais dire au niveau de notre implication auprès des pouvoirs publics et des élus. Est-ce que vous voulez préciser des choses par rapport à votre territoire, Emmanuel, ou ça semble suffisamment clair ? J'en suis qu'à la phase, je suis déléguée uniquement depuis 1 an, donc j'en suis encore à la phase on va dire, d'identification des acteurs clés, c'est-à-dire là où on peut se placer, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, il y a beaucoup de place à occuper, mais là où on va dire où ça va être efficace. Donc voilà, je suis encore simplement en phase d'identification. Ceci dit, ma conviction, c'est qu'on peut pas faire les choses tout seul dans notre coin à UNAFAM, et je crois profondément au fait de l'action collective, que ce soit au sein du PTSM qui marche bien dans notre département, et ça c'est vraiment une force parce que ça permet de rencontrer des gens, de faire des choses ensemble, etc. Et puis le tissu associatif aussi des associations qui sont proches dans leur dans leurs objectifs de nous. Voilà. Et puis il est évident que quand on en appelle à l'inclusion, il faut être ouvert, aller vers les autres, parce que si on attend qu'on vienne vers nous, on peut attendre longtemps, malheureusement, et vous êtes très actifs, et on le sait bien déjà au niveau national. Marie-Jeanne, justement, je voulais vous passer la parole. On parlait de ce plan stratégique. Quels seraient, selon vous, les 2 combats majeurs, si on devait en choisir 2, pour les 5 prochaines années ? Alors, juste avant de dire les 2 combats majeurs, je voudrais que ce plan stratégique, on puisse le réussir avec la même énergie que celle que vous avez vue sur le petit film qui vient de passer. Je pense qu'il est vraiment très important qu'on soit des acteurs proactifs aujourd'hui et que on soit réellement dans cette capacité d'influencer les politiques publiques en amont de ces politiques elles-mêmes. Je crois que là, il y a vraiment un enjeu majeur qui permettrait de faire péter, enfin, il n'y a pas d'autre mot
vraiment pour moi le plafond de verre dans lequel aujourd'hui, bon, la santé mentale, on en parle, mais la maladie psychique, le handicap psychique, maintenant, on agit. Voilà, c'est vraiment un point qui me paraît important. Et le deuxième, pour rebondir sur ce qu'ont dit Emmanuel et puis Jean-Marie, c'est notre capacité d'accueil. Je crois qu'on doit vraiment encore augmenter notre capacité d'accueil, notre capacité à travailler avec d'autres, notre capacité aussi à accueillir tous ceux qui sont proches de nos valeurs et qui ont envie de faire bouger le monde qui est le nôtre. Et puis, bien sûr, je crois que le dernier point pour moi, c'est qu'il n'y ait plus aucune famille qui reste seule et qui ne nous connaisse pas. Voilà, j'ai été très courte, mais... Merci beaucoup à tous les quatre. Merci infiniment.